Bonjour. Nous sommes en plein après-midi. On entend essentiellement le chant des cigales. Il fait toujours très beau à Aix-en-Provence. Au cœur du parc Jourdan, nous recevons les décideurs de l'économie pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, évidemment, organisées par le Cercle des économistes. Et nous avons un plateau magnifique que je vais vous présenter tout de suite. On va parler d'environnement, d'eau et bien sûr de planification écologique et de climat, avec à ma droite la superwoman de Veolia, Estelle Braclanov, directrice générale, qui vient donc de nous rejoindre. À ma gauche, Cécile Cabanis, la superwoman de Tikeo Capital. Vous êtes directrice générale adjointe, vous avez été également numéro 2 chez Danone, vous connaissez bien les problématiques de l'environnement, de l'eau, et vous êtes aussi en charge du capital humain, de l'ESG, de la RSE, etc., dans le groupe Tikeo Capital, un fonds d'investissement notamment dans tous ces sujets-là, et notamment le climat. Et enfin, le Superman du climat, ancien directeur de la Banque mondiale, financier, directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, mais aujourd'hui entrepreneur, avec sa célèbre écharpe orange, on ne peut pas le rater. Si vous ne le suivez pas sur Instagram, évidemment, il faut y aller. On fait le tour du monde. Je nomme notre ami Bertrand Badré, fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui est à Aix pour prêcher la bonne parole. Alors peut-être on va commencer avec toi, Bertrand. Prêcher la bonne parole sur le climat à Aix-en-Provence où il fait chaud, mais à un moment où on a cette guerre en Ukraine qui fait poser la question de savoir si on ne va pas connaître une forme de pause. Aujourd'hui, le monde craint plutôt de ne plus avoir de ressources carbonées. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction entre les exigences du court terme et puis la nécessité du long terme? Je suis d'abord un peu gêné de prendre la parole devant deux femmes. Mon éducation me laissait parler les femmes en premier, mais bon, oui, pour moi, c'est une question centrale. On rentre dans un moment très difficile de cette question. On a pris des engagements en 2015 et en fait, on s'est un peu bercé l'idée que c'était une transition. Et je dis souvent, la transition, c'est comme traverser la plage. On traverse la plage, on ne se rend pas bien compte qu'on l'a traversée. À la fin, on se réveille, on a fait 2% d'efforts par an. Et finalement, ça marche. La main invisible fait son job. Et on a cru ça. Enfin, on était tous dans cet élan un peu extraordinaire de ça y est, les États du monde se sont embrassés, sont serrés la main et on y va. On se rend compte 7 ans plus tard qu'en fait, on n'a pas fait les 2% d'efforts, donc on a plutôt régressé pendant cette période, donc il faut qu'on en fasse un peu plus. On se rend compte qu'en fait, si on est sérieux sur ces sujets-là, il faut rentrer dans le dur. Que rentrer dans le dur, ça veut dire renoncer à certaines choses, faire des choix, ajuster, ça veut dire transformer nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de financement. Et donc on est pris d'un certain vertige avant même la guerre en Ukraine. On commençait à se rendre compte que c'était quelque chose qui était quand même pas juste une transition, mais une vraie transformation. Arrive la guerre en Ukraine, mais pas seulement la guerre en Ukraine, la peur de la récession, l'inflation, la hausse des taux. Et donc il y a un vrai risque que les priorités se réorganisent. Tous les financiers de la planète commencent à ressortir leur calculatrice en disant... On va sacrifier le long terme pour le court terme. Voilà, avec en plus une petite musique venant des États-Unis qui est aussi très perturbante, où une partie du Parti républicain commence à dire que ces sujets ESG, climat, diversité, ça commence à bien faire, qu'en gros le ESG, ça fait partie du package woke et qu'il faut arrêter tout ça très très vite. Et donc je pense que c'est le moment où il faut précisément tenir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas caler sur tout ça. Si on cale maintenant, on reviendra pas. On réinventera pas les accords climat, on réinventera pas le développement durable, etc. On s'est mis d'accord sur un cadre qui est imparfait. C'est ce cadre qu'il faut protéger. Et je pense, en tout cas, autour de cette table, on en est convaincu. Il faut tenir. Mais il faut être conscient que ça va être beaucoup plus dur dans les 3 années qui viennent que dans les 3 années passées. Parce que les forces adverses vont se déployer. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe. Donc il y a effectivement cet arbitrage du court terme au détriment potentiellement du long terme, c'est-à-dire le consensus de l'accord de Paris. Et en même temps, on peut se poser la question de dire, justement, c'est le moment d'accélérer parce que c'est le moment de sortir de cette économie carbonée. Et donc, je me tourne vers vous peut-être, Estelle Braclanov, parce qu'on se tourne vers les entreprises. Qu'est-ce que les entreprises pensent elles-mêmes de cette situation où elles vont avoir besoin d'énergie pour produire et en même temps, elles doivent se décarboner. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous craignez effectivement une forme de pause ou de lassitude, ou au contraire, vous êtes à la pointe du combat? À la pointe du combat, optimiste et déterminé, certainement. Pour revenir sur ce que vous disiez, chez Veolia, on croit à la transformation écologique plutôt qu'à la transition écologique, parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la volontarisme, c'est l'écologie des solutions.
Il faut y aller maintenant. Et on a déjà des solutions, donc qu'est-ce qu'on attend pour les déployer plus vite dans un certain nombre d'endroits? Et moi, je voudrais m'inscrire en faux contre le fait qu'il y aurait une contradiction sur les différents enjeux qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou les différents champs de contraintes, parce qu'effectivement, l'inflation, les contraintes énergétiques, les contraintes climatiques, bien sûr, la montée des inégalités d'ailleurs. Enfin, il y a un certain nombre de sujets. Pour moi, si on veut réinventer notre modèle économique, il faut aussi réinventer le modèle de la transition énergétique et de l'écologie de façon générale et des entreprises tout en même temps. Et il n'y a pas nécessairement de contradiction. Si je reprends le sujet de la guerre en Ukraine, on découvre que c'est une mauvaise idée d'importer des carburants fossiles chez nous. Et que ce n'est pas forcément très bon pour la planète, mais que c'est par ailleurs pas forcément très bon pour notre souveraineté. Et finalement, les deux vont de pair. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un certain nombre de solutions déjà que l'on peut développer, qui sont des ressources locales, renouvelables et abordables qu'on a chez nous, sur nos territoires, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, par exemple, qui sont du biogaz que l'on peut trouver dans un certain nombre de stations d'épuration ou de décharge, qui sont des matériaux précieux qu'on peut trouver dans nos déchets. Et je peux continuer à multiplier les exemples. On a des ressources. On a maintenant une population qui a envie que ces solutions avancent. Et en l'occurrence, c'est même des solutions qui sont créatrices d'emplois et génératrice de retour sur les territoires et finalement de pouvoir d'achat aussi. Donc plutôt une opportunité. On y reviendra dans quelques instants. Peut-être Cécile Cabanis, pour continuer ce tour de table sur cette première question. Bertrand a évoqué quand même une sorte de risque de crash de l'ESG. Vous êtes évidemment une experte de ces questions. On en avait parlé dans un forum de la Tribune avec d'ailleurs vous deux sur ESG, no more, blablabla, mais c'était juste au tout début de la guerre en Ukraine et on sentait bien qu'on était quand même à un moment de bascule. Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque, effectivement, notamment chez les grands financiers américains, que finalement tout ça passe à l'as, si j'ose dire? Moi, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, je pense que sur un horizon de moyen et long terme, la crise en Ukraine converge avec les besoins de travailler sur la transformation énergétique et notamment sur des sujets d'indépendance et de sécurité énergétique. Après, je pense qu'effectivement, sur le court terme, il va y avoir du chaos. Donc, il va falloir qu'on reste bien concentré sur quelle est la direction, mais on va devoir effectivement ajuster un certain nombre de choses. Godiller un peu. Ouais, godiller un peu. Mais pour moi, ce qui est plus important, parce que je suis d'accord avec le fait qu'on doit parler de transformation, parce qu'une transition, en fait, c'est incrémental. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est on a dit à tout le monde, il faut rajouter des objectifs climatiques et il faut que vous ayez un plan de marche. Sauf qu'on n'a pas changé le logiciel des entreprises, on n'a pas changé les organisations, on n'a pas changé la façon dont elles sont évaluées, on n'a pas changé le fait qu'on fait toujours un budget annuel et maximum un plan à 3 ans. Et du coup, on n'a pas permis de mettre la transformation comme un investissement. C'est resté un coût et donc c'est resté au-dessus de tout ce qu'on fait déjà. Et donc je pense que tant qu'on n'arrivera pas à switcher et à débugger le système de contraintes dans lequel on est pris, on va y aller très lentement. Donc il reste pour moi une question que je trouve on ne travaille pas assez ou que j'entends pas assez, c'est réconcilier les contraintes et l'économie linéaire des années qu'on a connues avec la transformation dont on a besoin. Et on ne peut pas le faire de la même façon. On ne se réveille pas un matin en disant j'ai un truc à faire en plus et je vais le faire. Alors, est-ce que, mais là, c'est évidemment, on a une inquiétude sur est-ce qu'il va y avoir une récession? Est-ce que ce n'est pas la nécessité qui va faire loi? C'est-à-dire, est-ce que parce que les gens vont se retrouver avec moins de pouvoir d'achat, moins de moyens, moins de possibilités de dépenser, en tout cas pour l'énergie, etc., ils vont devoir chercher des solutions nouvelles. Est-ce que c'est pas... On parle beaucoup, par exemple, de la sobriété. Alors, je ne sais pas si elle est heureuse ou malheureuse. Nos enfants, quand même, alors, je ne sais pas s'ils l'appliquent, pas dans leur consommation de numérique, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans leur vision du monde, nos enfants nous montrent souvent ce chemin sur arrêter d'acheter des vêtements neufs tout le temps, la fast fashion, etc. Est-ce qu'il y a une bascule de la société par la contrainte qui peut se produire pour changer le monde et qui viendra changer les entreprises derrière parce que les consommateurs leur diront désormais c'est comme ça? Alors je pense que si on regarde notamment dans le dernier rapport du GIEC, il y a quelque chose de très bien fait sur la nourriture, l'énergie et l'électrification qui sont les 3 grands sujets.
Sur l'énergie, on arrive à changer des modes de consommation parce qu'on propose des solutions, parce que c'est en train de bouger. Quand on regarde toute la chaîne alimentaire, ça, on ne peut pas le faire. Ça va être très minime. La transition agricole La et alimentaire, transition agricole, il va falloir la faire dans les supply chains et vraiment changer le mode de production, de transport, etc. Donc, la sobriété, oui. Après, la sobriété, c'est compliqué dans un agenda collectif et sans avoir de régime autoritaire. Parce que finalement, on il ne faut pas qu'on vous dise de baisser d'1 degré pour que vous le fassiez, c'est ça. Voilà, la température il y a ceux qui vont le faire et puis il y a ceux qui vont le faire et ceux qui ne vont pas le faire. C'est comme dans la transition, il y a les cyniques, ceux qui n'y croient pas et ceux qui sont convaincus. Et ceux qui n'y croient pas et les cyniques font sans doute du mal par rapport à ce que vous disiez de ESG, blablabla. Mais je pense que la finance déjà sur la partie de la supply chain est une solution qu'il faut absolument pousser parce que nous, quand on monte une solution sur une chaîne de valeur, on décide de l'horizon de temps. Donc le coût devient un investissement puisqu'on est capable d'accompagner tout le cycle et on s'attaque à toute une chaîne de valeur. Aujourd'hui, les chaînes de valeur sont morcelées. Donc chaque acteur reste encore un peu prisonnier d'un mindset de compétition. Et la transformation, il va la faire dans un esprit de collaboration. Il va falloir accepter de partager les investissements et de travailler tout au long de la chaîne de valeur. Et ça, on n'y est pas encore. Ça, c'est une révolution économique. Alors justement, est-ce que le sustainable capital que tu prônes, Bertrand, c'est ça, c'est de prôner de nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux modes de production, notamment dans les pays émergents. Alors, c'est là que ça se passe. Est-ce que c'est pas de chez eux on avait Navire Adjou ce matin qui nous le disait peut-être on peut apprendre de ceux qui ont la sobriété forcée et ils ont montré le chemin. Oui, il faut être prudent quand on dit ça et il faut vraiment faire très attention à la manière dont on le dit. Je pense qu'il faut... Il faut faire attention aux susceptibilités. Je vais prendre l'exemple, on en parlait d'ailleurs, je crois, dans la plénière tout à l'heure. Ça fait 5 ans qu'on dit à l'Afrique, arrêtez de chercher du gaz naturel, c'est pas bien de chercher parce que c'est fossile. Et puis maintenant qu'on est un peu plus tendu avec la Russie, on retourne en Afrique en disant ça serait bien que... Voilà, on a un petit problème de cohérence dans les discours. Puis on a remplacé le gaz russe par du gaz américain aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut rester modeste. C'est pas super écolo. Mais la question posée... C'est la nécessité du court terme. La question posée, elle est importante parce que une bonne partie de ce dont on parle ne se décidera pas à Paris, à Bruxelles et à Washington. Aujourd'hui, effectivement, on est les plus gros émetteurs. On est une partie de la source du problème historiquement. Mais si nous on s'ajuste et qu'il n'y a pas d'ajustement dans 80% de la planète, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, c'est bien d'avoir un comportement exemplaire, mais c'est pas la peine d'appuyer sur le frein comme des fous à Paris si derrière, à São Paulo, à Lagos ou à Delhi, on appuie sur l'accélérateur. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment... On a le mot inclusif à la bouche tout le temps, on est inclusif, mais en fait on ne l'est pas vraiment. Et donc, en tout cas, ce que j'essaye de faire avec Blue Like an Orange, j'ai pas des recettes magiques. C'est deux choses. Comme je dis souvent, j'ai un job de jour qui est d'investir et donc d'inclure ces gens, de travailler, de voir de ce dont ils ont besoin et d'être véritablement inclusif. Avec un petit risque que je soulève souvent, il ne faut pas que l'Europe devienne le Boboland. C'est-à-dire que l'Europe, qui a un peu erré sur ces sujets-là, finalement dit j'ai découvert l'ESG, j'ai découvert le durable, j'ai découvert la taxonomie, j'ai tout découvert et j'en fais don à la planète. Ça ne va pas le faire. Et donc comment est-ce qu'on engage avec ces pays en disant ben voilà, on sait où vous êtes, voilà où on en est, comment on discute, comment on vous aide à transitionner. Ça, c'est extrêmement important. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de faire à ma modeste échelle, c'est de rapporter ce que je vois dans mes difficultés à investir, dans les questions de normes qui se posent au quotidien, et ils s'en posent vraiment quotidiennement. Mais le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est s'il en parlait, il n'empêche pas de faire des choses bien. Simplement, il ne les valorise pas. De même qu'il ne dévalorise pas les choses mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire, on peut tous et on fait tous des choses qui sont très positives, mais on n'est pas récompensé. On aurait donné une prime à la vertu. Ouais, ou non, mais donner un prix. C'est-à-dire qu'un de mes investisseurs me dit, écoute, j'achète ta performance et j'ai l'impact gratuit. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que ce qu'on fait en plus n'a pas de valeur. Et donc c'est là qu'il faut, rebondissant sur ce que disait Cécile tout à l'heure, et qui est vraiment mon job de nuit, c'est de dire si on changeait le système, on pourrait faire infiniment plus. Parce que, alors Estelle l'a bien dit,
on a les ressources, on a les solutions. Quand on veut trouver de l'argent, on en trouve. Donc la question, c'est de commencer à faire transitionner les comportements à tous les niveaux. Alors c'est des sujets qui ne sont pas très drôles, hein. Les normes comptables, la gouvernance des entreprises, la comptabilité le reporting, tous ces trucs-là, c'est pas très facile d'aller. Ça passionne pas les foules, oui. Voilà, ça passionne pas les foules. Mais en même temps, c'est là que ça se passe. En même temps, on a tous fait un peu de finance. C'est l'élastique qui vous ramène tous les trimestres en disant, voilà, on peut être 2 mois et 29 jours en train de faire des choses glorieuses, mais le 30e jour, IFRS vous reprend par le col et vous dit, bah, c'est comme ça à la fin du mois. Et donc c'est ça, il faut à la fois travailler dans l'existant. Des IFRS climat et voilà, il faut travailler dans l'existant et en même temps ne pas se satisfaire de cet existant et aller plus loin, parce que là je suis vraiment d'accord avec Estelle. On sait où on veut aller, on voit que c'est jouable, mais on n'a pas passé assez de temps sur comment est-ce qu'on transitionne, comment est-ce qu'on transforme, en faisant en sorte que finalement on se fasse tous mal, mais qu'on y aille tous ensemble. Alors Estelle, parce que justement sur ce sujet-là, et prenons l'eau par exemple. Vous êtes Veolia, un très grand groupe dans l'environnement, mais particulièrement de l'eau. Et vous êtes très attendu là-dessus. Est-ce que aujourd'hui, on est dans une région qui va connaître un stress hydrique important, on le sait, probablement le climat du Maroc, on n'y est pas tout à fait, mais bientôt. Et on me disait, d'ici 20 ans, il y aura peut-être des énormes problèmes, les forêts vont disparaître, etc. Donc il faut agir. L'agriculture, je pense que cette région, parce qu'on y est et qu'elle est chère à notre cœur, mais ce sera valable partout, sans doute en France. Quelle solution on peut proposer quand on sait que ces problèmes d'eau vont se poser pour essayer d'apporter... est-ce que c'est par la régulation? Est-ce que ça doit venir d'en haut? Est-ce que ça doit venir également de solutions imaginatives, décidées au niveau local? La question de l'échelle aussi, parce qu'après, à un moment donné, on dit l'eau est trop chère chez moi, mais c'est un vrai sujet de partage, finalement, de la ressource qui est posée à chacun. Alors, l'eau, c'est vrai que ça résume beaucoup de ces enjeux. En France, on a l'habitude qu'on ouvre l'eau du robinet, que c'est abondant, de qualité, et on est en train de découvrir que c'est un bien précieux. Ça a été découvert plus tôt dans d'autres pays qui sont plus en avance sur certains des sujets. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore une fois une partie des solutions aujourd'hui. Alors ça passe par un peu de sobriété chez l'habitant, oui, mais aussi des technologies, des innovations qui nous permettent d'économiser l'eau dans les réseaux. Vous savez qu'en France, on perd 1 litre sur 5 dans les réseaux. En moyenne, et on sait faire beaucoup mieux en mettant des capteurs du digital, de la détection de fuite et ainsi de suite. Et puis il y a une deuxième partie qui est en fait l'eau est un bien tellement précieux que c'est idiot de n'utiliser qu'une fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser les eaux usées? C'est le recyclage des eaux usées. Et je disais, la toujours France... facile à vendre. Hein. Alors, en l'occurrence, quand on regarde les sondages, les Français y sont prêts. Donc, est-ce que c'est les Français qui sont le point de blocage? Je n'en suis pas absolument sûre. Aujourd'hui, c'est moins de 0,1% en France des eaux usées qui sont recyclées. C'est 15% en Espagne, c'est 90% en Israël. Pourquoi? Parce que ces deux pays ont subi évidemment les effets du réchauffement climatique et de l'aridité bien avant nous. Et c'est en train d'arriver au jour où on vous parle aujourd'hui. On a en gros plus de la moitié des départements de France qui sont en arrêté de restriction d'eau. Ça arrive de plus en plus tôt dans l'année. C'est plutôt l'équivalent de la milieu du mois d'août d'habitude. Et là, on n'est que début du mois de juillet. Et c'est tous les ans, c'est plus tous les 10 ans. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Donc moi, je pense, encore une fois, notre créneau, c'est l'écologie des solutions. Il faut les industrialiser, il faut les déployer. On a inauguré il y a quelques jours, posé la première pierre d'un projet assez génial en Vendée qui s'appelle le projet Jourdain, où on recycle les eaux usées en amont d'une usine d'eau potable. Alors, donc on y est prêt en France aussi. Il y a quand même un message qu'il faut bien dire aux gens, la vérité. C'est-à-dire que de même que l'énergie renouvelable sera plus chère que l'énergie carbonée, probablement du fait des investissements importants qu'il y a à faire, il faudra bien que quelqu'un les paye. Est-ce que l'eau, y compris ces innovations, va pas être demain plus chère et comment est-ce qu'on va arriver à habituer... ça pourra avoir l'effet peut-être de conduire à plus d'économie et moins de gaspillage, mais je ne parle pas des fuites, là c'est problématique différente, mais... Est-ce qu'il y a un sujet d'éducation par le prix, et de même qu'il y a un prix du carbone, est-ce qu'il faut qu'il y ait un prix de l'eau plus élevé? Non, je suis
pas d'accord avec ça, parce que je veux dire, le fait de réutiliser les eaux usées, ça permet d'économiser des investissements dans des grosses usines, je sais pas moi, de dessalement qui sont beaucoup plus chers. Et puis économiser de l'eau dans les réseaux qui sont bêtement perdus, là aussi, c'est des sources d'efficacité qui permettent d'éviter des dépenses. Donc il y a vraiment une balance investissement-dépenses. On va avoir un prix de l'eau qui va monter. On va avoir une eau qui est plus précieuse et donc des projets, des investissements, mais aussi plus cher ou pas plus cher? Très franchement, ça dépend des collectivités déjà. Voilà. Ça dépend des collectivités puisque c'est leur décision en fonction de l'état de leur patrimoine historique, de où elles en sont, de quelle région. Donc la question se pose vraiment pas comme ça. Et quant au méthane et à l'énergie, on sait aujourd'hui produire en France du méthane dans, encore une fois, nos stations d'épuration ou nos décharges, par exemple, à un prix tout à fait abordable. Il nous faut associer pour faire ça, et je reviens sur ce que tu disais, des collectivités locales, des industriels comme nous qui apportons des technologies, du savoir-faire, de l'argent et des populations qui y sont prêtes. Et donc, quand on met cet écosystème en place, on sait trouver des solutions abordables. Oui, moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que Esther disait, parce que, en fait, par rapport à votre remarque sur est-ce que c'est plus cher, est-ce que ça va être plus cher, il faut qu'on soit assez vigilant parce qu'on peut vite bugger alors qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que c'est sans doute, ça coûte à court terme pour amortir les investissements, mais sur l'énergie, on va quand même avoir des bâtiments qui sont beaucoup plus efficaces en termes de facture énergétique. Et pour revenir à l'eau, nous, on lance un fonds d'agriculture régénérative qui est vraiment sur la régénération des sols, la moindre consommation en eau. Et là aussi, on dit l'agriculture, c'est le coût qui va payer, etc. En fait, la réalité, si vous regardez ce que disent les Nations Unies, c'est que si on investit $1 dans le sol, on va en retrouver entre 8 et 30. Le seul truc, c'est qu'il faut passer le cycle d'investissement. C'est pour ça que c'est très important qu'on change de braquet entre la transition est un coût opérationnel indéfini qui va durer toute la vie et j'investis dans une transformation qui va devenir après une new normal. D'abord, ça va faire un peu de mal, mais après, ça fera du bien. Quoi. Oui, mais si on est là pour le financer et pour accepter que ce cycle existe et par rapport à ce que disait Bertrand et à le valoriser quelque part... C'est le sujet, on dit souvent, la transition écologique, il faut qu'elle soit juste aussi. Et pour un certain nombre de gens, elle apparaît comme ne l'étant pas forcément, parce que ceux qui sont victimes sont ceux où il n'y a peut-être pas eu les investissements. Donc c'est souvent dans des communes pauvres où l'eau est peut-être chère, ça peut arriver en tout cas, où les mobilités, les gens qui sont obligés d'avoir 2 voitures parce qu'ils habitent loin des transports publics. Et donc est-ce qu'il n'y a pas quand même cette question de prendre en compte la dimension sociale et une forme de solidarité? Mais là, je reviens à ce que disait Bertrand, c'est-à-dire que court terme, c'est un coût que les entreprises vont mettre dans leur compte d'exploitation, puis après leurs actionnaires vont dire votre marge baisse, c'est pas acceptable, et du coup, leur seul moyen de faire face à l'inflation, dont une partie sont des coûts de transition, ça va être d'augmenter les prix. Mais c'est encore parce que le modèle, on ne l'a pas encore changé. Bertrand, là-dessus, parce que je crois qu'on est au cœur quand même du problème, quoi. Est-ce que les gens vont accepter, en fait, dans cette période? Si tu disais tout à l'heure qu'il y a un risque que ça s'arrête, c'est aussi parce que il y a la crainte que ça vienne provoquer une forme d'explosion sociale. C'est vrai qu'on a poussé le système qui a une 50aine d'années jusqu'à ses limites environnementales et sociales. Et alors, ce qui est très difficile, c'est qu'on aimerait avoir une espèce de mesure symbolique qui nous dise, voilà, on va tous acheter une voiture électrique et on résout le problème. En fait, non, c'est compliqué parce que l'eau, Estelle l'a bien dit, c'est compliqué, ces décisions. C'est un produit très local, l'eau. Il n'y a pas un prix mondial de l'eau. Donc, comment ça se passe au niveau local? Les questions sociales, elles sont bousculées non seulement par la transition, mais elles sont bousculées par les inégalités, qui est un des thèmes dont on parle beaucoup ici. Et donc, on voit bien quand on passe de cette logique comme je dis, de transition où c'est un coût incrémental chaque année à non, en fait, il faut qu'on investisse dans le nouveau modèle. Et pour moi, c'est l'erreur. Je me suis fait cette réflexion depuis plusieurs mois. J'étais à la Banque mondiale, donc j'étais pris dans les négociations de 2015 sur les objectifs de développement durable et sur le climat. Et je me disais, c'est formidable, on va se mettre d'accord sur une feuille de route mondiale, inclusive, résiliente, durable. La poignée de main Barack Obama, Xi Jinping, je me souviens, on était tous, on a sorti les champagnes, non, ça y est, c'est gagné. Et je voyais ça comme le début d'une nouvelle ère. Et en fait, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'était la fin de l'ère précédente. C'est-à-dire que l'ère qui s'est ouverte avec la chute du mur de Berlin.
on est arrivé un peu sur notre ère à avoir ces accords en 2015 en se disant ça va le faire. Et en fait, on voit bien qu'il faut réinventer quelque chose et c'est ça qui est en gestation. C'est compliqué, c'est pas juste le climat, c'est pas juste l'eau, c'est cette manière de penser et c'est difficile dans un monde où il n'y a pas de maître du monde qui va nous dicter les règles. Et donc voilà, il faut qu'on trouve un autre mode de fonctionnement. Je pense que l'Europe, elle a une responsabilité particulière parce que je pense qu'elle est plutôt plus sincère sur ces questions-là. Elle a plus d'historique, plus d'engagement, qu'on a une capacité à aller au-devant de tous ces pays émergents dont je parlais tout à l'heure. Et donc voilà, on est à ce moment où il faut à la fois ne pas... Quand les Français disent qu'il faut une révolution, ça je l'ai eu 25 fois à la Banque mondiale, t'es gentil, les Français ils croient qu'il suffit de prendre la Bastille, d'abolir les privilèges et que comme ça tout va bien. Non, il n'y aura pas de grand soir de tout ce dont on parle. C'est des sujets qui prennent du temps, qui prennent de la négociation, mais je pense qu'il ne faut pas trop faire de salami. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que voilà, le climat, ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences sur la biodiversité, ça a des conséquences sur la gouvernance politique. Mais en même temps, il ne faut pas que l'idée que ça soit un énorme Big Bang nous fasse reculer. On n'y arrivera pas, donc on ne fait pas. Qui est un risque qu'on voit aujourd'hui. Côté fin du monde, fin du mois. Quoi. Voilà, ce que je dis souvent, c'est on fait du mauvais Voltaire. À la fin de Candide, pour ceux qui se souviennent de leur lecture du lycée, on dit il faut cultiver notre jardin. Et je pense que les gens le lisent littéralement aujourd'hui. Dire on va cultiver notre jardin, mais ils voient un jardin comme ici là, avec des palissades. Et donc je vais m'occuper de mon village, de mon entreprise. Tout ça, le climat, le localisme, le cyber, la guerre, tout ça, j'y comprends plus rien. Ouais. Je vais essayer de bien faire chez moi. Et puis si tout le monde fait bien chez soi, ça marchera. Non, je pense que Voltaire avait le jardin, c'était notre planète. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse comme la fin du mois et la fin du monde, une espèce de va-et-vient réel entre notre jardin et la planète. C'est pas juste notre jardin. Il ne faut pas non plus oublier notre jardin pour la planète. Il faut trouver cette espèce de va-et-vient et connecter les deux. Et moi, mon propos, j'ai toujours pas envie d'opposer les deux, pardon, la fin du mois et la fin du monde, parce que si on cultive bien notre jardin, on sait y faire pousser des fruits, des légumes et des choses merveilleuses qui, de nouvelles fois, alimentent des richesses collectives aussi. Donc le retour au territoire, en l'occurrence, tout ce qu'on redit sur la relocalisation des supply chains, sur le fait d'aller trouver les ressources aussi plus près, je crois que ça participe d'un mouvement qui est potentiellement créateur de richesses collectives et derrière, donc encore une fois, de pouvoir d'achat, de création d'emplois. Vous l'avez dit pour l'eau, mais je pense que c'est mais c'est le cas aussi pour les matières premières. Pour les matières premières, on importe aujourd'hui la circularisation de l'économie. Quoi. Exactement. Donc l'économie circulaire, aller chercher dans les batteries de véhicules électriques, comme on le fait, du nickel, du cobalt et du lithium. Dans les batteries de véhicules électriques usagées qu'on peut remettre dans des chaînes de production, ça nous évite d'importer le cobalt du Congo, le nickel de Russie, et je peux continuer mes exemples. Donc ça relocalise des emplois industriels dans nos pays, et ça permet là aussi d'avoir un effet bénéfique. Il faut cultiver notre jardin. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y aura bientôt 100 millions d'habitants au Congo et bientôt 200 millions, et que si on leur dit nous on relocalise et tout ça on s'en occupe plus, on a un petit sujet. Donc à la fois, je suis plutôt sensible et d'accord avec ça, mais il faut retrouver les termes d'un partenariat avec ces pays. On ne va pas juste leur dire on n'en veut pas. Tu fais bien de parler de l'Afrique. Je crois que Blue Like an Orange Afrique est déjà dans les esprits, voire dans les... Il y a eu quelques voyages en Afrique récemment. Voilà, pour moi, ça pourrait être une quand on a commencé en Amérique latine, mais quand on est européen, l'Afrique est évidemment notre frontière. On est 500 millions d'Européens aujourd'hui avec une moyenne d'âge qui va tourner à 45 ans, et il y a 1,5 milliard d'Africains avec une moyenne d'âge qui va être à 19 ou 20 ans. En 2050, on sera toujours 500 millions, on sera probablement plus près de 55, et ils seront plutôt 2,5 milliards et ils seront toujours à 20 ans. En plus, avec des menaces comme le changement climatique. Si on n'est pas capable... On ne fait rien dès aujourd'hui, on va prendre la vague. Exactement. C'est même pas forcément une question de vague, c'est une question même d'efficacité, de travailler ensemble. Sur un tas de sujets, l'Afrique ne sera pas le problème, l'Afrique sera la solution. Enfin, on parle des matériaux de la transition, on parle de la séquestration du carbone, on parle d'un certain nombre de choses. Donc, il faut y aller en étant pas seulement inclusif du bout des lèvres, il faut y aller franchement, en reconnaissant ce qu'on dit qu'il y a une partie de relocalisation qui est nécessaire et qui fait sens. Mais relocalisation, ça ne veut pas dire je construis un mur. C'est pas Trump, c'est pas on va mettre un mur via la Méditerranée en disant écoutez les gars, maintenant nous on a trouvé les ressources, débrouillez-vous. Il faut construire un pont avec l'Afrique. Cécile Cabanis, sur la solution que la finance peut apporter à tout ce qu'on vient de dire, donc le fonds, vous avez dit agriculture, mais il y a un fonds climat aussi chez vous. Est-ce que la finance est transformatrice aujourd'hui et peut être génératrice de ce fameux modèle que vous appelez de vos voeux, qui est en gestation quelque part? On voit bien qu'on n'y est pas, mais on y est presque.
Ouais, je pense qu'on n'y est pas, mais ça n'empêche pas de créer et d'avancer et de commencer à trouver des solutions. Ce que vous disiez. Après, moi, je ferai attention à chacun son jardin parce que dans les chaînes de valeur, c'est aussi ce qui fait bloquer, c'est que la chaîne est trop morcelée. Nous, comme on est agnostique du point de vue de l'endroit où on se trouve dans la chaîne de valeur, quand on fait des fonds thématiques, on fait vraiment attention à s'attaquer à une chaîne de valeur avec des objectifs très simples. Parce qu'en fait, l'autre sujet qui fait qu'on n'avance peut-être pas à la bonne vitesse, c'est qu'effectivement, on a tous mis des objectifs à 2030, 2050. Et moi, j'entends encore beaucoup de gens qui disent « Oui, mais cette année, ça va pas être possible, donc on fera l'année prochaine. » Et je pense que le fait d'avoir des objectifs qui sont vraiment simples et ramenés année après année dans les processus permet vraiment de voir le progrès et d'avancer. Donc oui, je pense que la finance est une solution. Dès lors qu'elle crée et qu'elle invente des nouvelles solutions avec les bons horizons de temps, avec les bons partenaires autour de la table et sur des sujets qui sont extrêmement concentrés, focus, avec des objectifs impact qui sont mesurables et pas avec des index qu'on nous propose où on fait tout et du coup on fait rien. Et est-ce que la remontée des taux d'intérêt que provoque le choc inflationniste, on ne sait pas s'il va durer très longtemps, parce qu'il y a un débat là-dessus entre les économistes, on en parle beaucoup ici à Aix, mais est-ce que cette remontée des taux d'intérêt qui pourrait quand même remettre un peu le monde financier à l'endroit, c'est plutôt une bonne chose pour recaler, peut-être pas pour investir, mais finalement, en tout cas, recaler les chaînes de valeur justement dans la finance? On a eu des spéculations sur les monnaies, les cryptos, sur la tech. Aujourd'hui, est-ce que la finance n'est pas en train simplement de revenir à une situation qu'on a connue d'ailleurs dans le passé, mais de financer l'économie et dans l'utilité, les infrastructures, les investissements? Effectivement, je pense qu'on a vécu une grosse fête là, les 10 dernières années avec de l'argent gratuit et la fête est finie. La fête est finie. Et je pense que c'est assez simple puisqu'on apprend que l'argent n'est pas gratuit, que les modèles, on les construit. Et nous, étant sur ces tendances et n'étant jamais allé sur du VC ou beaucoup de leverage, on n'est pas très inquiet pour nous. Mais oui, il va y avoir du nettoyage. Il va y avoir du nettoyage, nous dit Cécile Cabanis, chez Tikeo Capital. Pas chez nous, j'ai dit. Pas chez Tikeo. Elle nous dit de Tikeo Capital. Veolia est très bon sur les déchets. Veolia sur le nettoyage. Vous êtes une experte. On va faire de l'économie circulaire avec. Et avec Bertrand Vadré, on va cultiver notre jardin, n'est-ce pas? Voilà. Comme disait Voltaire, comme disait On va Candide. faire un pont, on a dit. Et on va construire un pont avec l'Afrique. Et ça, c'est très bien. Voilà. On en a parlé aussi ce matin avec Martine Vassal pour la métropole Aix-Marseille qui compte bien développer les relations de cette région avec la Méditerranée. Merci à tous les trois Merci d'avoir beaucoup. participé à Merci. ce brillant débat. Bon. Merci à vous.